Merci, Monsieur Barthelone. Je voudrais quand même préciser juste une question, parlons chiffres, un tout petit peu. Il y a deux genres de Jeux Olympiques, de même que deux genres de Coupe du Monde de football, puisque c'est un peu le même cas. On a une Coupe du Monde d'ailleurs pour laquelle nous sommes candidats en 2023, qui est la Coupe du Monde de rugby, qui est pareil en Seine-Saint-Denis, à moins qu'elle aille à Ivry, ça on ne sait pas. Les deux, ça va être difficile de faire de grands stades. Enfin, bon. Il y a des Jeux Olympiques dans lesquels, effectivement, c'est Sochi, c'est Pékin, c'est le nouveau Pékin, dans lesquels on va dépenser 40 à 50 milliards. Et puis il y a des Jeux Olympiques qui sont essentiellement des jeux de marketing territorial où on redessine une ville et où on la vend à l'étranger. Les grands exemples, c'est Barcelone 92 et c'est Londres 2012. Aujourd'hui, avec les JO 2024, est-ce qu'on est capable de mettre en place une organisation qui puisse redévelopper la Seine-Saint-Denis? Vous avez été PCG de la Seine-Saint-Denis, tout le monde le sait, puisque c'est là où tout va se passer, et qu'on est capable effectivement de vendre ce territoire. Non, tout va se passer, enfin, ce qui est important va se passer là-bas autour du Stade de France. Est-ce qu'on est capable de mettre en place cette organisation-là sans dépenser trop d'argent? Et je vous rappelle juste un truc, parce que vous avez parlé tout à l'heure du Stade de France. Quand Jacques Chirac, dans son infinie sagesse, a décidé de construire le Stade de France, il a juste dit on met un stade, puis on met des places de parking autour. Il s'est absolument jamais occupé de l'aménagement. Donc après, ce sont les élus qui s'en sont occupés. Et ça a été dur, ça a été très très long. Est-ce qu'on est capable de mettre en place un système, aller au niveau de Londres ou de Barcelone, comme avant ou pas? Alors je le crois. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a bon nombre de sites qui vont s'imposer, qui sont, pour une grande part d'entre eux, dans Paris intramuros. Regardez, lorsque nous avons fait les championnats du monde de fleuret dans le Grand Palais, les images auxquelles nous avons eu droit. Je ne sais si, au bout du bout, on aura les compétitions équestres sous la Tour Eiffel ou à Saint-Quentin en Yvelines, mais on a énormément de sites qui permettront d'accueillir les Jeux sans immenses investissements supplémentaires. Pourquoi je disais tout à l'heure accélérateur? Regardez, par rapport au dernier site qui a été présenté pour les Jeux Olympiques à la dernière candidature de Paris. Batignolles. Batignolles. Aujourd'hui, Batignolles est en pleine construction. Si on avait eu... Avec Guison Grottard. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je ne pense pas que, quels que soient les sites qui sont retenus pour le moment en Seine-Saint-Denis, ils ne connaîtront ou les Jeux Olympiques ou rien, mais c'est un accélérateur. Et par rapport à ce que vous disiez sur le président Chirac, moi, je le répète, je dis souvent aux décideurs, donnez-nous les transports, le reste on saura faire. Vous voyez, on prend l'exemple de Plaine Commune. Plaine Commune, finalement, je le dis, on a décidé d'être très sympathiques, Braouzek et moi, malgré nos années de compétition, parce qu'on les veut, ces jeux. On ne va pas se jouer les uns contre les autres. Mais je lui disais quelquefois, en amoindrissant, certes, les talents des élus de ce secteur, j'ai dit, écoute, finalement, on a eu quoi? On a eu comme père fondateur Rocard, qui en gros a donné les terrains des magasins réunis pour une somme dérisoire. On avait les terrains. Et donc, il y aurait eu développement de toute façon. Mais l'accélérateur a été le Stade de France. Le jour où on a eu l'amélioration des transports qui desservaient ce secteur, le jour où on a eu la couverture de l'autoroute qui était indispensable pour améliorer la visibilité de ce territoire, le jour où on a pu offrir des terrains pour pas cher, pour permettre, il faut le reconnaître, à un certain nombre d'entreprises de réduire leurs frais fixes en se délocalisant en Seine-Saint-Denis, on a connu le développement. Et aujourd'hui, c'est ce tricotage, ce maillage. Mais ça aurait eu lieu, comme pour les Batignolles. Mais là, on peut gagner 10 ans. On peut gagner 10 ans pour Dugny, on peut gagner 10 ans pour les sites qui seront finalement retenus. Et je suis persuadé que pour la première fois, ce seront des jeux qui seront inscrits dans l'idée de la transition écologique et énergétique et dans la maîtrise financière. D'ailleurs, c'est la première fois que le Comité olympique international met ce critère, en ayant, y compris pour la première fois, prévu une aide à la ville organisatrice, parce qu'ils se sont rendus compte que, notamment dans une période de mutation comme celle dans laquelle nous sommes, il ne peut pas y avoir une concurrence entre les villes, sortez le chéquier et on verra celui qui mettra le plus au pot. Aujourd'hui, ce sont des jeux qui devront mettre en avant les atouts qui existent déjà et qui pourront être des accélérateurs économiques et de construction de la ville et sociaux qui pourront être retenus. Souvenez-vous, hein, c'était déjà dans l'esprit. Moi, je pense que si nous avons perdu
face à Londres la dernière fois, quand on regarde avec un petit peu de recul, c'est toujours plus facile de le faire avec du recul, nous avions le dossier de la France d'Amélie Poulain et ils avaient le dossier de la construction de Londres déjà du XXIe siècle. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faudra avoir à l'esprit. On est quand même, vous confirmez, sur une compétition aujourd'hui qui est un peu le moins-disant financier. En gros, Los Angeles et Paris, qui vont être les deux principaux candidats, ont des petits budgets, 3,5 milliards ou 4 milliards aujourd'hui dans Paris, etc. Et sur des dossiers qui sont des dossiers d'intelligence du territoire. Alors, intelligence du territoire est déjà des enveloppes fléchées. On l'a évoqué, Monsieur le Président l'a évoqué tout à l'heure. Quand vous avez déjà 30 milliards de fléchés sur l'amélioration du réseau existant en termes de transport et la construction du métro du Grand Paris, ce ne sont pas des crédits qui vont être affectés aux Jeux Olympiques. Mais ils sont là. Ce seront des accélérateurs. Moi, je suis persuadé que si nous avons les Jeux, ce sera un accélérateur pour l'ensemble de la ligne 15, qui devra être, à mon avis, construite en continu, sans interruption. Et je pense que cela pourrait être bon pour Saint-Quentin et le plateau de Saclay, parce que ça peut être aussi un élément d'accélération sur cette partie du plan de métro pour le Grand Paris. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de sommes qui ne seront pas prévues au budget des Jeux Olympiques, parce qu'ils sont prévus dans le cadre de la construction de cette métropolisation dans une concurrence internationale qui existe aujourd'hui entre les métropoles, et qui, de toute façon, ce sont des équipements et des infrastructures qui devront être réalisés. Mais franchement, si on peut gagner 10 ans, je prends. Un mot d'ailleurs. Vous voyez, ne croyez pas que je deviens chiracien à tout prix ce matin, mais regardez, il y a eu 2 décisions qui, moi, me laissent quelquefois pantois, et je vous assure que quelquefois, je pique assez de colère là-dessus. Quand on veut, on peut. Le Stade de France a été construit dans le cadre d'une loi qui nous a permis de passer toutes les barrières d'instruction pour qu'il ne soit pas livré après la Coupe du Monde de football. Quand on veut, on peut. Je pense à la route à grand gabarit qui permet de faire arriver des pièces d'Airbus à Bordeaux pour les transporter jusqu'à Toulouse. Si on avait eu les procédures administratives traditionnelles, aujourd'hui, on ne construirait plus Airbus à Toulouse. Et donc, je pense que là-dessus aussi, il faut que l'on soit dans cette idée de dire, si nous les voulons, en respectant, bien entendu, l'environnement, en respectant, bien entendu, nous devons avoir un accélérateur qui soit pensé. Et regardez, moi je le dis, aujourd'hui je pense qu'un des moteurs de croissance peut être l'investissement public et aussi l'investissement privé, parce que pour le logement, je ne pense pas que ce soit simplement que le logement social qui puisse tirer. Je voudrais vraiment qu'on réussisse à ramener les zinzins, comme on le dit, dans le logement en location, notamment pour les classes moyennes, pour évoquer cela, notamment en région parisienne, où elles ne peuvent pas prétendre au logement social, mais dès qu'elles veulent acheter ou louer, elles sont obligées de s'éloigner avec toutes les conséquences, y compris électorales, que cela peut avoir. Et donc, sur des programmes comme ça, il faut que l'on imagine, y compris, l'ensemble des process qui nous permettent d'accélérer pour montrer aussi notre volonté d'être prêt pour les Jeux Olympiques et de renforcer la présentation de notre candidature. Pourquoi je vous dis, dès l'année prochaine, il faudra annoncer des investissements sur le B, parce que c'est un bon moyen là-dessus aussi de dire au comité international olympique, regardez, nous ne sommes pas là simplement pour dire donnez-nous et on fera, mais de dire nous faisons parce qu'on les veut. Parlons un petit peu chiffres, monsieur Saint-Étienne. Alors, effectivement, les JO est potentiellement un accélérateur. Mais on a dit beaucoup de choses. Par exemple, la Coupe du Monde 2010 devait être un accélérateur de la croissance en Afrique du Sud. Et il y avait des indices qui disaient 1,5%, 200 000 emplois créés, 400 000, je crois, on avait dit, jusqu'en Afrique du Sud. Et puis, rien. Ce qui se passe pour Rio l'année dernière et l'année prochaine, c'est-à-dire la Coupe du Monde plus les Jeux Olympiques, on est en dérapage incontrôlé. On est quand même dans une grande métropole. Et en même temps, ça ne fait pas redémarrer véritablement la croissance. Alors, c'est quoi les conditions pour que la croissance soit retrouvée à travers des événements comme ça? Est-ce que ça peut jouer? Bien. Bonjour à tous. Je partage l'enthousiasme de Claude Bartolone pour les Jeux Olympiques, mais comme je ne suis pas en campagne électorale, je vais être un peu moins enflammé que lui.
Donc, absolument. Donc, oui, je pense que les Jeux Olympiques, c'est absolument décisif et ça sera un élément d'accélération de la création de la métropole. Mais je viens de travailler 4 mois localement à Marseille sur la métropole Aix-Marseille-Provence qui démarre au 1er janvier 2016. J'ai fait un rapport fin juin. Ce que l'on observe sur Lyon et sur Marseille, c'est qu'on a 2 vraies grandes métropoles qui se mettent en place selon les enseignements des travaux qui viennent d'être publiés par l'OCDE. Aujourd'hui, dans l'OCDE, nous avons 2 milliards de personnes qui vivent dans 300 villes. Nous avons un phénomène de métropolisation qui s'accélère au plan mondial, qui a démarré il y a une vingtaine d'années, mais qui s'accélère, qui est en lien avec la 3e révolution industrielle. Et ce qui est très important, c'est que sur la base de ces travaux, l'OCDE nous dit que les villes qui s'organisent de telle sorte que les 3 grands vecteurs de développement économique soient dans les mêmes mains, c'est-à-dire les transports, le logement et le développement économique, ont une croissance par habitant qui est 2 fois plus rapide que celle des villes qui ne sont pas organisées. Or, ce qui m'inquiète, c'est qu'alors grâce d'ailleurs à une loi passée par ce gouvernement, on fait bien Aix-Marseille-Provence, qui de facto va devenir la première vraie grande métropole de France. Personne ne le voit venir, mais en nombre d'habitants, il y aura plus d'habitants dans cette ville qu'à Lyon. Lyon est l'autre grande réussite grâce à Gérard Collomb. Mais le Grand Paris qu'on nous prépare, c'est une marguerite complètement effeuillée, puisque c'est la moitié du Grand Paris potentiel, 6,9 millions d'habitants au lieu du vrai Grand Paris de 11 millions d'habitants. Par ailleurs, il aurait fallu créer une autorité du Grand Paris, comme il y a une autorité du Grand Londres, qui est la triple responsabilité du développement économique, du logement et des transports. Là, les 3 responsabilités sont éclatées. Par ailleurs, cette métropole réduite aux acquets, elle va avoir beaucoup de ses responsabilités qui sont distribuées dans les 12 territoires constitutifs. C'est une métropole sans colonne vertébrale. Donc il faudra faire pour le Grand Paris ce qu'on vient de faire pour Aix-Marseille-Provence. Et ce que je crains, c'est que les JO ne soient pas l'accélérateur du développement économique qu'on aurait pu avoir si nous avions eu l'équivalent de la grande autorité de Londres. C'est-à-dire que si les JO de Londres ont été un tel effet d'accélérateur, c'est parce qu'il y avait l'autorité stratégique sur le Grand Londres qui a permis de se servir des JO comme d'un levier. Donc ça sera très bon pour la Seine-Saint-Denis, ça sera un élément d'accélération du métro du Grand Paris qui avait été conçu par Christian Blanc, mais si on imagine le projet initial de Christian Blanc, le métro du Grand Paris, c'était pas un métro qu'il voulait faire, c'était un système qui mettait en lien 7 grandes zones de développement qu'il avait mis à jour et qui ne sont plus travaillées aujourd'hui dans une vision de développement qui serait au cœur de cette autorité du Grand Paris si elle existait. Donc, au fond, les JO vont être clés, je pense, en termes d'enthousiasme. Vous avez raison de dire qu'on a besoin de redynamiser ce pays qui s'endort et qui se muséfie. Donc, on a vraiment besoin d'éléments qui nous permettent de nous bouger. Enfin, je rappelle quand même que dans les années 2012, 2013, 2014, la croissance moyenne dans le pays a été de 0,3, et que depuis 15 ans, gauche et droite confondues, la croissance moyenne est de 1%, alors que ce pays a besoin de 1,5% de croissance juste pour tenir la tête hors de l'eau. Et si on veut s'attaquer aux 5 millions de chômeurs, il faut 2% de croissance. Et d'où vient la croissance? Là, je rejoins Claude Barthelone. Le Grand Paris, potentiel qui n'existe pas au sens de ce que j'ai évoqué précédemment, ce Grand Paris, c'est 30 points de PIB de la France. C'est seulement 22% des revenus de la France.
les non-grands parisiens vitupèrent toujours contre Paris. Vous avez des sénateurs de province qui ont dit mais on va mettre 22 milliards et demi au départ, puis 30 milliards sur le métro du Grand Paris, c'est scandaleux. En réalité, c'est pas de l'argent qu'on met sur le Grand Paris, c'est de l'argent qui est généré par le Grand Paris potentiel et simplement on en met un peu moins en dehors de Paris. Et sachant qu'en plus, alors là, c'est une différence entre je pense qu'indirectement, on sera d'accord avec Claude Barthelone, mais c'est une cassure par rapport à la vision française depuis 50 ans de l'aménagement du territoire. Il ne faut pas tout oublier dans la vision de l'aménagement du territoire français, qui était de tout moyenniser. Mais la particularité de la troisième révolution industrielle qui se place dans les grandes métropoles, c'est que c'est les grandes métropoles compétitives qui tirent le reste du territoire. Et donc, il va falloir réapprendre à investir comme le font les Britanniques ou de manière générale, les Allemands et tous les pays qui se développent rapidement. Il va falloir réapprendre à investir en zone dense, hein, plutôt que d'investir en zone non dense. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner les territoires. La métropolisation, moi j'ai beaucoup travaillé et publié là-dessus, il faut la faire à 3 niveaux. De fait, le territoire français, naturellement, est organisé par une colonne vertébrale sur laquelle on n'investit pas assez, qui va du Havre à Marseille en passant par le Grand Paris et le Grand Lyon. Il faut apprendre à réinvestir massivement dans cette colonne vertébrale parce que c'est elle qui va faire le développement économique du pays. En dehors de cette colonne vertébrale, il y a 7 ou 8 grandes métropoles qu'il faut mettre en lien avec, dans un système nerveux, en lien avec cette colonne vertébrale et la moelle épinière qu'il faut développer dans cette colonne vertébrale. Et pour tirer l'ensemble des territoires, on peut concevoir de créer un 3e réseau métropolitain d'une 50aine de villes métropolitaines de 100 000 à 150 000 habitants. On peut imaginer d'ailleurs qu'à une époque, on voulait supprimer les départements. Là, on est à 13 régions. Il est possible qu'à terme, on tombe à 7 ou 8. Mais à ce moment-là, on peut plus administrer le territoire français, qu'on peut pas imaginer, on peut pas penser le territoire français comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui ont des densités de population globale très supérieures aux nôtres. Donc, il est vraisemblable que, pour des raisons d'aménagement du territoire, il ne faut pas supprimer les départements, mais en diviser le nombre par 2. La France, certainement, à terme, devra évoluer vers un modèle où on aura 7 ou 8 régions et 50 départements, avec, à la tête de chacun de ces 50 départements, une ville métropolitaine de 100 000 à 150 000 habitants, qui sera en lien avec les 2 autres grands réseaux, hein, c'est-à-dire la colonne vertébrale et puis les 12 métropoles. Et dans cette vision-là, la France vient de progresser. Le phénomène métropolitain est très récent. C'est la loi de décembre 2010 qui a instauré les métropoles et les pôles métropolitains. Moi, j'avais fait un rapport au président de la République sur ce sujet. Bon, j'ai contribué avec Gérard Collomb à la création des métropoles et pôles métropolitains. On a bien avancé. D'une certaine façon, le laboratoire accélérateur, malheureusement, Monsieur Barthelone, c'est pas le Grand Paris, c'est Aix-Marseille. Il faut absolument qu'on réussisse cette nouvelle métropole, mais il faut qu'on s'en serve de levier pour la création et l'accélération d'un vrai Grand Paris avec une autorité du Grand Paris. Et donc, je pense qu'il va falloir un nouveau bond en avant dans la métropolisation. Et si on arrivait à faire ce nouveau grand bond en avant pour créer cette autorité du Grand Paris de 11 millions d'habitants dans une région d'Île-de-France qui pourrait grandir aussi, quand vous parlez aux gens de Chartres et d'Orléans qui sont totalement tournés vers Paris, ils se disent même non, on serait plus à l'aise dans une région du Grand Paris élargie. Et pour terminer, d'ailleurs, si on prolonge ces visions, mais qu'il faut mettre en place très rapidement, la France doit être reconstruite sur 2 axes, hein, qui sont absolument décisifs, qui sont intégrés dans cette colonne vertébrale et qui nous donnent la nouvelle vision de la carte métropolitaine de demain, de la carte aussi régionale de demain. On doit reconstruire, alors on sait que ça remonte à Napoléon, mais on doit massivement investir sur un Grand Paris collé avec en allant jusqu'au Havre, donc c'est l'axe Seine. Mais si on pense vraiment jusqu'au bout, il faut faire grossir l'Île-de-France avec un certain nombre de départements autour. Il faudrait un Grand Paris de 11 millions d'habitants dans une région de 15 millions.
et créer sans faire une nouvelle structure administrative, ça peut être simplement un groupement stratégique. Il faut mettre la nouvelle région Normandie en phase avec cette Île-de-France un peu grossie. Et donc sur cet axe Paris-Le Havre sur lequel il faut investir massivement. Et il faut faire la même chose sur Lyon-Marseille. Puisqu'il y a des opportunités énormes de développement maintenant avec le doublement du canal de Suez. Et là aussi, là c'est un point que je partage totalement en termes de conviction avec Claude Barthelone. C'est pas des trucs qu'il faut faire dans 10 ans, c'est maintenant. Hein. C'est-à-dire que le doublement du canal de Suez, il vient d'être inauguré. Si nous ne prenons pas des positions en Méditerranée maintenant à partir d'Aix-Marseille-Lyon, c'est d'autres qui vont le faire. Hein. Donc il faut... Le pays, je pense qu'il y a un État stratège qui doit jouer léger qui réduit sa taille massivement en termes de dépenses publiques, mais qui retrouve une capacité visionnaire et stratégique et qui s'appuie sur cette colonne vertébrale, sur cet axe Paris et Le Havre et Lyon, Marseille intégrés dans cette colonne vertébrale. Et puis, il faut investir. Il y a d'autres points forts, le Sillon-Lorrain, l'axe Bordeaux-Toulouse. Mais il faut repenser le territoire dans le cadre de cette troisième révolution industrielle, dans le cadre de cette métropolisation de la croissance. Et l'Île-de-France, le Grand Paris, c'est le moteur économique de la France. Ce moteur, il est à l'arrêt depuis une dizaine d'années. Si on veut redonner, c'est mon mot de conclusion, doubler la croissance française qui est à 1% depuis 15 ans pour la ramener à 2%, ça suppose que le Grand Paris, qui n'existe pas, mais qu'on doit créer en urgence absolue, passe à 3% de croissance. Et pour passer à 3% de croissance, effectivement, il faut 70 000 logements par an, mais il faut favoriser massivement le développement économique et industriel, hein, puisque l'industrie de la troisième révolution industrielle sera l'élément clé de développement du pays. Je rappelle de ce point de vue qu'il y a un paradoxe de 2 fois 80% qui est trop ignoré par nos décideurs. Si les économies de tous les pays développés sont à plus de 80% des économies de services, 80% des exportations mondiales de biens et services sont toujours des produits industriels. Donc il faut reconstruire et développer une industrie extrêmement puissante dans la troisième révolution industrielle. Ça doit se faire dans les pôles métropolitains et dans le cadre de la colonne vertébrale. Et donc, les JO de 2024 pourront être un levier d'accélération massive du développement économique, mais il faut impérativement, sous 18 mois, 2 ans, créer cette autorité du Grand Paris dans une Île-de-France qui aura elle-même grandi pour donner à la France le tremplin de son nouveau développement. Merci. Monsieur Barthelone, vous pouvez... Honnêtement, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. C'est pas possible. Je me rappelle d'un interview que j'avais fait de vous il y a quelques années dans lequel vous me parliez déjà de la région des grandes cathédrales. Vous en rappelez ? Voilà, vous en rappelez. Ça a échoué. Il n'y a pas de région. Et donc, est-ce qu'il faut revenir à cette région des cathédrales ? Et 2, le problème d'aménagement du territoire, c'est-à-dire cette autorité centrale qui va permettre effectivement que les efforts ne soient pas dispersés, qu'on ne perde pas des milliards à rien. Pour rien, avec l'exposition universelle dont vous êtes aussi responsable, honnêtement, puisque c'est vous qui avez commandé le rapport et qui avez impulsé cette candidature. Et avec les JO, est-ce qu'on ne va pas être obligé d'y revenir assez rapidement ? Alors, non, je suis très heureux que vous ayez rappelé cette position que j'avais prise en 2008, à un moment où il n'y avait pas de campagne électorale en vue. J'avais publié, pour vous montrer mon ouverture d'esprit, une interview dans le Figaro qui s'appelait « Le périmètre des cathédrales ». Et lorsque vous voyez le fonctionnement de ce que peut être l'attractivité de la région Île-de-France, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. De voir que la trace de l'histoire est encore aujourd'hui tout à fait présente dans ce que pourrait être l'imaginaire de notre territoire, quels que soient les blocages qui pourraient apparaître. Deuxième élément, pour vous montrer que là aussi j'ai mis au pot, j'étais président du Conseil général à l'époque et j'ai dit il faut faire disparaître les départements de la région Île-de-France. Bon. Malheureusement, ça a été mal vécu dans les Hauts-de-Seine. Hein. Comment ? Ça a été mal vécu dans les Hauts-de-Seine, même en Seine-Saint-Denis, je vous rassure. Mais c'est évident qu'aujourd'hui,
Lorsqu'on a introduit par amendement à l'Assemblée nationale cette idée de la métropole parisienne, il y avait une ambition, nous avons été rattrapés par les petits égoïsmes. Aujourd'hui, la métropole parisienne, c'est, excusez-moi l'expression, du foutage de gueule. Il n'y a plus le logement, il n'y a plus la péréquation, et lorsque vous voyez les montées et les descentes obligatoires, on va avoir en termes de développement économique une disponibilité de 400 millions d'euros. C'est quoi cette histoire? Une couche supplémentaire dans le millefeuille pour un résultat comme celui-là. Donc je le dis, pour le moment, je pense que les uns et les autres vont déposer les armes intellectuelles jusqu'à l'élection régionale. Mais quel que soit le résultat des élections régionales, vous verrez que ce dossier de la régionalisation de la métropole se reposera. D'ailleurs, c'est la seule manière, à mon avis, d'éviter de nouveau ce que je commence à sentir apparaître, la division ou l'opposition entre Paris intramuros et Grande Couronne. Si l'on veut de nouveau réussir à donner du sens à ce que peut être la force de la métropole parisienne, il va falloir changer de braquet. Et notamment, je vous rejoins sur une chose. Regardez, quand on regarde dans l'histoire, bon, nous avons perdu la concurrence industrielle par rapport à nos amis allemands. Bon. Sur les centres de décision financiers, nous avons perdu la bataille par rapport à Londres. Mais il y a un élément où nous avons un atout extraordinaire. C'est notre capacité de recherche. Aujourd'hui, sur la région Île-de-France, c'est 140 000 chercheurs. La région Île-de-France concentre 40% de la recherche nationale. Nous sommes le premier territoire de recherche au niveau européen. Et ça, je pense que si nous voulons lui donner toute la force de ce que ça peut être comme élément de développement dans le cadre de ces nouveaux moteurs de croissance que peuvent être la révolution écologique, énergétique, le numérique, eh bien, ça peut être une chance extraordinaire, à condition de conjuguer dans le même temps, si je peux employer cette expression, la montagne Sainte-Geneviève et Saclay. Et ça nécessite qu'il puisse y avoir une harmonisation dans la réflexion territoriale, mais pas simplement en termes de machin à gérer, mais en termes de stratégie de développement. Vous voyez, je crois beaucoup à cela, parce que vous l'avez dit, je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans une concurrence internationale. Je reviens du Japon. Il y a un mois et demi. Vous savez, c'est toujours très drôle et très intéressant, ces développements, ces échanges. J'étais invité à une soirée et je me retrouve à côté d'un japonais très sympathique. On a un traducteur entre les deux, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que je parle pas japonais et eux ont beaucoup de mal à parler une autre langue. Et le monsieur en question est à la tête d'une boîte industrielle de machines à commande numérique qui fait de la découpe industrielle. Et c'est extraordinaire. Je vous prends 3 secondes pour vous montrer ce que peuvent être les cheminements pour arriver à un investissement. Je ne sais s'il se fera, mais donc le gars me dit, où est-ce que vous êtes élu? Je suis président de l'Assemblée nationale française. Non, ça lui dit quelque chose. Paris, là, ça lui dit beaucoup plus, parce que c'est la marque la plus connue après Coca-Cola, donc on dit Paris, ça veut dire quelque chose. Et il me dit, je veux investir en France. J'hésite entre Milan, Bruxelles et Paris, mais je veux investir en France parce que ça faisait plaisir là aussi à mon âme de séquano-dionysien. Il y a Hermès qui maintenant est à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Je voyais bien qu'il était attiré. Et il me dit, est-ce qu'on peut se revoir? Le lendemain. Donc je n'avais pas parlé de la Seine-Saint-Denis, vous imaginez bien, c'était illisible pour lui. Et le monsieur en question me dit, voilà, je voudrais investir dans ce secteur, et il met son doigt sur une carte, sur Bondy. Et je lui dis pourquoi? Et c'est très intéressant. Il me dit d'abord, c'est sur la route entre Roissy et Paris. Et dans ce secteur, les transports desservent la gare du Nord. Or, à la gare du Nord, je l'ai découvert comme ça, il y a une école franco-japonaise. Et pour mes cadres, c'est extrêmement important qu'ils puissent avoir ce signal pour ses enfants. Donc vous voyez, à la fois, c'est une vision image de marque, Paris, parce que l'image de marque, et puis après, vous tombez sur la déclinaison, Roissy, parce qu'aujourd'hui, c'est une richesse incroyable, quand je pense qu'il y a encore des mouvements qui veulent nous interdire les vols de nuit à Roissy. Enfin, ils ne se rendent pas compte de ceux dont ils pourraient nous menacer. Et puis après, c'est cet aménagement entre la métropole parisienne et
ce que représente le cœur de Paris. Et ça, croyez-moi que même si c'était un dîner en ville, comme on dit, à Tokyo, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour un élu qui essaye de réfléchir à ce que peut être la dynamique et la concurrence internationale comme démarche à présenter aussi à des investisseurs. Juste une précision avant de passer la parole à M. Chabot. Cette zone qui va de Sarcelles à Seine-et-Marne, en gros, qui passe par Roissy, le Grand Paris Nord-Est, etc., honnêtement, elle n'est pas gouvernée en termes d'aménagement du territoire. C'est la zone à potentiel économique la plus forte aujourd'hui qu'on ait en France, en Île-de-France, en France certainement, et la croissance va dépendre de l'organisation de cette région-là, honnêtement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à la penser en termes d'aménagement du territoire et arrêter de faire un développement par plaque que vous connaissez très bien en Seine-Saint-Denis, qu'on connaît dans le Val d'Oise et qu'on connaît dans Seine-et-Marne, on met des petits bouts de logistique les uns à côté des autres. Alors c'est un vrai problème, hein, moi. Mais si vous voulez, le problème c'est la preuve du pudding, c'est qu'il se mange. Bon, donc il faut le manger, quel que soit le goût et la complexité de semer. Et on va pouvoir le démontrer. Moi, je pense qu'il y a 2 territoires aujourd'hui sur ce sillon qui vont prendre une importance stratégique, qui sont 2 territoires qui pourraient permettre, y compris d'imaginer ce que peut être la reconversion industrielle de ce nouveau siècle. C'est les terrains de PSA à Aulnay et les terrains de chez Blazy. Triangle de Gonesse. Le triangle de Gonesse. D'un côté Europacity Ducardi l'affaire, d'autre côté le rachat par l'État de PSA Aulnay. Voilà. Et bien là, en attendant la grande révolution territoriale, parce que malheureusement on connaît le côté conservateur, dès que l'on parle de réforme territoriale, c'est tous les petits pouvoirs à la fois élus, mais pas qu'élus, tous ceux qui ont une correspondance avec leur élu qui bloquent. Bon. Moi, je pense qu'il va falloir que ce soit sous la forme d'OIN, que ce soit sous la forme de syndicats à vocation unique, que l'on réfléchisse dans un focus plus large ce que peuvent être l'aménagement de ces territoires. Aujourd'hui, c'est évident que si l'on devait laisser sans réflexion stratégique ces territoires s'urbaniser sans tenir compte de ce qu'ils peuvent représenter, ce serait une erreur considérable. Moi, je vous le dis... et je le dis souvent devant la Chambre de commerce, moi je n'oublie pas ce que peuvent représenter les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football. Mais nous jouons une Coupe du Monde de football tous les ans sur la région Île-de-France, c'est l'attraction de nos parcs d'exposition. Et du coup, si on ne réfléchit pas à ce que peut être Villepinte, toute cette région, tout ce que peut représenter là aussi comme réflexion stratégique, l'idée de dire on n'a pas simplement l'effet splash qui déménage la région Île-de-France en fonction du prix du foncier. Mais on a une réflexion, notamment au travers du Grand Paris, pour essayer d'en finir avec la spécialisation Est-Ouest et rétablir des cohérences et des synergies, ça vaut quand même le coup. Pourquoi je dis cela ? Parce que ce soit sur PSA, que ce soit sur le triangle de Gonesse maintenant, il y a des gares du Grand Paris qui sont prévues. Franchement, ça mérite, compte tenu de l'investissement que nous allons faire, de réfléchir à comment on donne le plus de potentiel possible à cet investissement. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je ne crois pas du tout que l'on puisse dire, bon, on va attendre la gestion nouvelle du Grand Paris pour penser le triangle ou PSA, mais en attendant, il faut des outils où les collectivités locales et l'État se retrouvent ensemble avec un objectif à vocation unique, dans un focus plus large pour dire voilà comment on l'utilise d'une manière beaucoup plus forte. Je vous donne un exemple, je suis trop long. Il a fallu que je me batte, notamment avec la DRIE, qui voulait envisager sur les terrains de PSA, le passage de l'autoroute ferroviaire. J'ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte, ça c'était un truc qui pouvait être pensé il y a quelques années, alors qu'on abandonne l'autoroute ferroviaire vers le Pays Basque. On aurait eu une réserve foncière qui prévoyait l'équivalent de 10 lignes de chemin de fer sur un territoire qui aujourd'hui, compte tenu de ce que représente l'étalement urbain, économique, social sur la région Île-de-France, devient central. Donc je pense que certes, il faut que l'on puisse réfléchir, et je pense que le sujet reviendra après les régionales, à ce que serait une véritable métropolisation en termes de gouvernance, de péréquation des richesses, d'aménagement économique et de transport, mais en attendant, il faut que l'on puisse avoir une imagination pour ne pas gâcher de tels lieux d'aménagement. Alors, Monsieur Chabot,
Je suis désolé, mais la question va tomber sur PSA Aulnay. En plus, on est en plein dans le lieu considéré des Jeux Olympiques, ça a été une possibilité. On est dans un cas tout à fait étonnant, c'est-à-dire que l'État va racheter des terrains pour pas cher, pour une bouchée de pain, enfin si j'en crois PSA, mais de toute façon, c'est pas fini, mais honnêtement, PSA en tirera beaucoup moins cher que ce qu'il croyait pouvoir en tirer. Oui. L'investisseur institutionnel que vous êtes, qui a envie d'investir sur ce territoire-là, il attend quoi? Parce que sur PSA Aulnay, par exemple, l'État va racheter, excusez-moi de faire la polémique, mais ne sait pas du tout ce qu'il va en faire des terrains. Il n'y a pas grande idée. Donc, oui. Il y a un master plan qui a été présenté l'un par la ville d'Aulnay, l'autre par PSA. Et aujourd'hui, c'est vrai que les réflexions commencent à envisager. Le maire d'Aulnay a voté un plus qui donne un certain nombre d'indications. Moi, je vois, hein, Béchiza n'est pas un socialiste, et de loin, mais je discute avec lui, parce que je vois bien qu'au-delà d'Aulnay, il y a quelque chose qui est à discuter. Et par rapport à ce que vous venez de dire, excusez-moi d'être long, mais il y a une discussion. J'ai dit à PSA, ni spéculation, ni spoliation. Mais PSA ne peut pas venir en nous disant ça a pris de la valeur parce que vous mettez le métro du Grand Paris. C'est quand même un investissement public qui, d'un seul coup, donne une valorisation importante à ces terrains. Donc il faut qu'il y ait un compromis. Mais je sais bien qu'ils l'ont valorisé le terrain un peu cher pour attirer les Chinois. Là, il va falloir qu'il y ait négociation. Monsieur Chabot. Alors comment on fait? Alors moi, j'ai un parti pris, je vous le dis tout de suite, comme ça évitera de faire un procès, c'est que nous, je représente la Caisse d'épargne d'Île-de-France. La Caisse d'épargne d'Île-de-France, elle est viscéralement attachée à son territoire. Ça fait 200 ans qu'on existe, on est des plus anciennes banques françaises et une banque régionale. Donc nous, on est vraiment partie prenant de tout le développement du territoire de l'Île-de-France. Et à chaque fois qu'il y a un projet qui se présente en Île-de-France, forcément, on va se présenter et on va essayer de mener une réflexion et d'apporter de l'ingénierie pour savoir comment on peut faire ce projet et comment on peut contribuer au développement. Parce que, quelque part, vous l'avez compris, nous, on ne va pas faire comme certains peuvent le dire aujourd'hui, on se développe plus en Asie du Sud-Est, on va déménager en Asie du Sud-Est. Nous, on est franciliens, on va rester franciliens. Alors aujourd'hui, par rapport à votre question, c'est vrai que nous, on est très attachés à l'approche territoriale. Le président l'a dit tout à l'heure, il faut des transports, il faut des logements et il faut une activité économique. Et ça, on va être très regardant par savoir comment cette zone va se développer et quels sont les instruments qu'on va pouvoir mobiliser. Parce qu'à un moment donné, dans cette affaire du Grand Paris, il faut absolument qu'on fasse de l'ingénierie et qu'on mobilise des outils qui existent ou qui existent partiellement. En gros, là, on avait créé déjà historiquement un fonds qui était capable d'apporter des fonds propres, parce qu'ils font des fonds propres dans les opérations, on ne peut pas travailler qu'à coût de financement. Donc on avait créé un fonds qui s'appelle le FIDEP, qui prenait dans les projets, qui apportait des fonds propres. Alors ce FIDEP, ce fonds, était parfaitement adapté aux grands projets. Quand il faut faire le Pentagone à la française, là on a l'instrument pour mettre beaucoup d'argent, pour lancer ce projet qui permet de mener le ministère de la Défense tel qu'il a été construit récemment. Quand il faut, nous on est propriétaire de 50 rames de tram. On a créé l'ingénierie financière qui nous permet, nous, Caisse d'épargne, d'être propriétaires de 50 rames. Alors, bien sûr, les rames, on n'en fait rien, nous, on les met à disposition de la RATP. Mais on a trouvé la solution financière pour permettre à la RATP et au STIF de monter cette opération. Et donc là, on s'interroge toujours quelles sont les bonnes structures qu'il faut mettre en place pour aménager un territoire. Donc il nous faut, sur ce territoire, une cohérence d'ensemble entre les transports, le logement, l'activité économique. Donc je vous parlais d'un fonds. On vient d'en créer un deuxième qui, lui, va permettre de mener des projets de plus petite envergure, parce que c'est vrai que des projets à 100 millions d'euros, c'est intéressant, mais il y a aussi quelquefois des projets à 10, à 20, à 30 millions d'euros, et là, c'est pas tout à fait les mêmes types d'investissements et la même ingénierie financière. Donc là, on lance au niveau du groupe, et nous, on est partie prenante, et ça servira beaucoup dans cette affaire du Grand Paris, un fonds qui va accompagner les PME du TP et du bâtiment à pouvoir mener ce type de projet de plus petite envergure.
Donc ça, c'est un premier point. On a des instruments européens qu'on peut mobiliser. Et là, on réfléchit beaucoup en ce moment avec le FEI. Donc il y a la BEI qui a déjà mis des fonds à disposition du développement du Grand Paris. Mais il y a aussi le FEI, c'est un fonds qui pendant, mais qui va donner des garanties. Et là, on négocie une ligne de garantie pour accompagner les entreprises innovantes. Parce qu'il faut faire cette économie du XXIe siècle et elle est à travers l'entreprise innovante, à travers les nouvelles technologies dans lesquelles effectivement on a sa clé. Et puis, on a une réflexion aujourd'hui sur le grand pôle des sciences sociales qui va bientôt se créer. Et donc, du coup, il y a aussi toutes ces structures financières qu'il faut mettre. Mais pour nous, ce qui est important, et c'est en cela où les Jeux Olympiques peuvent être un accélérateur, c'est qu'on a besoin d'une cohérence d'ensemble. Et souvent, moi, je prends comme exemple le pont. C'est-à-dire que si vous faites un pont, si vous construisez que la moitié du pont, il ne va rien vous apporter en termes de création de richesse. Il va vous coûter, mais il ne va rien vous apporter en termes de création de richesse. Et donc, quand on construit un pont, il faut le construire du début jusqu'à la fin. Parce que tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Et ce pont, c'est mieux de le construire quand même assez rapidement, parce que si vous le construisez mais en 20 ans, ce sera que dans 20 ans où il va vraiment apporter cette pleine capacité. Et donc nous, ce dont on a besoin en termes de financiers, en termes de banquiers très attachés au développement de notre région, c'est d'avoir cette vision et de se dire qu'au fond, les choses vont aller relativement vite. Alors après, il y a un délai incompressible, mais il faut que les choses aillent relativement vite, parce que sinon, on se dira, mobiliser des ressources aujourd'hui, mais pour un retour dans 10 ans, 20 ans, pour une livraison qui se fera malheureusement pas forcément très rapidement, c'est pas motivant. Il faut que l'argent, on le mette peut-être ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de projets. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'en Ile-de-France, on sent vraiment une dynamique qui est en train de monter en puissance. On sent des idées, on sent un certain nombre de choses qui se passent. Il faut juste peut-être rendre cohérentes ces approches de territoire. On réfléchit à la constitution de fonds. Vous disiez à l'instant, il faut faire venir les zinzins dans le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est essentiel. Il faut qu'on puisse héberger les cadres. On est en train de financer une résidence pour les doctorants, une résidence étudiante pour les doctorants. Parce qu'on a besoin de faire venir les chercheurs sur l'Île-de-France. Et ça, c'est essentiel. Et donc, vous voyez, quand on arrive à avoir une vision très cohérente du territoire, du développement du territoire, nous, derrière, et puis dans des délais qui ne soient pas trop longs, on arrive derrière à faire cette ingénierie financière, à aller chercher l'argent, à mobiliser des instruments qui existent ou à en créer de nouveaux. Et ça, nous, on peut se faire fort là d'accompagner ces projets, parce qu'on a vraiment envie que l'Île-de-France accélère. Et c'est vrai qu'on est dans une compétition mondiale et il faut qu'on soit à la hauteur de la compétition mondiale. Donc voilà. Mais il y a des choses aujourd'hui, on a des demandes, on a des instruments. Faut juste que cette cohérence d'ensemble se mette en œuvre. Et là, après, j'allais dire, effectivement, il y a le sujet de la gouvernance, il y a le sujet de bien prioriser un certain nombre de projets, d'avoir les transports qui sont au rendez-vous, c'est essentiel, ça on l'a dit. Et donc moi, je me retrouve totalement dans tout ce que vous avez pu dire, M. Barthelone et M. Saint-Etienne. Là, on est complètement dedans. Mais je sens quand même qu'il se passe quelque chose.